Déjà, merci à tous d'être venus. C'est c'est très intéressant de voir que ça intéresse pas mal de monde déjà, tout ce qui est international. Cette fois-ci, pour ce webinaire, ça sera 3 étudiants qui vont présenter. On va les présenter juste après. Et comme ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et il y aura un moment questions à la fin. Voilà. Et faites attention à vos micros, à bien les couper. Voilà, on est parti du coup. Hop. Ah, hop. Parfait. Kenan, si tu veux commencer à te présenter un peu qui tu es, etc. Ok. Du coup, donc Kenan Bizouane, je suis étudiant en ISEN du coup depuis 2018. J'ai fait euh, euh, la prépa MPSI, PSI, donc en CGSI. Derrière, j'ai fait continuer avec l'année 3. M1, j'ai pris en DP cybersécurité. Et là, entre ma M1 et ma M2, j'ai décidé de faire une année de césure en Malaisie pour réaliser un double master en cybersécurité. Donc sur Kuala Lumpur. Ok, merci beaucoup Kenan. Clara, j'ai vu que tu étais arrivée. Je ne sais pas encore pour Maëlys. Je te laisse enchaîner si tu veux. Ouais, alors moi je m'appelle Clara Berneuil, je suis étudiante en M2 Marine Tech sur le site de Brest. Je suis arrivée à l'ISEN tout début 2019 parce que je suis arrivée en prépa rebond. Et donc j'ai fait un semestre de CSI et après j'ai intégré le cycle BIOST en allant directement en deuxième année. Donc j'ai fait BIOST 2, après l'année 3 c'est l'année commune et puis M1 Marine Tech et là M2 Marine Tech. Voilà. Et donc, pendant mon stage technique de M1, je suis partie en Norvège, mais je pourrais en parler un peu plus après sur mon expérience. Je sais pas si tu m'entends, Charles, mais je t'entends pas du tout, perso. Ouais, moi non plus, je t'entends plus, Charles. C'est mieux comme ça, le bouton micro était appuyé. Euh, donc, je disais, je ne sais pas si tout le monde t'entendait bien parce que ton micro était assez faible, mais je disais ça avec le micro coupé, ce qui est original. Ouais, Euh, ouais, je ne sais pas encore si Maëlys, j'ai pas l'impression, est arrivée. Donc, le temps qu'elle arrive, on peut commencer les autres questions. On reviendra à cette question pour elle ensuite. ça marche. Kenan, si tu veux continuer, du coup, on peut faire dans cet ordre-là, ou Clara, si Ouais. tu as plus d'inspiration sur cette question. Si ça te va, Clara, je vais commencer. Euh, En gros, moi, je voulais faire je voulais faire le double diplôme avec l'école de commerce. En fait, tout a commencé parce que je voulais faire le double diplôme avec l'école de commerce en DP gestion et gestion de projet et affaires à l'ISEN avec la Rennes School of Business. Mais je voulais avoir une double compétence scientifique. Enfin, oui, scientifique. Et donc, dans mon cas, cybersécurité. Donc j'ai décidé en fait de faire un autre master en dehors de l'ISEN. Et pour ça, donc j'ai décidé de faire une année de césure cette année. Donc préparer mon année de césure en aimant à l'ISEN en choisissant le DP cybersécurité, faire mon année de césure master en cybersécurité et changer de DP lors de ma M2 pour pouvoir faire le double diplôme avec l'école de commerce de Brest, de Rennes, pardon. Et c'était vraiment ça de base qui m'animait. Et après, il y a le fait aussi que forcément, en anglais, j'ai pas un niveau correct et je voulais vraiment m'améliorer en anglais et Ouais, dis- découvrir des nouvelles cultures. Alors, attention juste, il y a quelqu'un qui a activé son micro aussi en fond. Merci. Clara, du coup, si tu veux enchaîner. Oui, alors moi, ce qui m'a vraiment motivée à partir, c'était en fait l'obligation de faire
de réaliser une période à l'étranger, une période significative. Et puis, en fait, avec le calendrier, et comme il y a eu le Covid avant, c'était vraiment le seul créneau que je voyais pour pouvoir partir parce que après, bah, pendant l'alternance, on n'a que 5 semaines de vacances, puis je me voyais pas partir dès que j'en avais l'occasion. Euh, donc c'est pour ça que je suis partie l'été dernier. Et en plus de ça, moi j'ai eu la chance d'avoir un stage long, ce qui je trouve est vraiment une très bonne opportunité pour avoir une expérience plus significative. Et ce qui fait que je suis partie pendant 4 mois et demi. Ok, merci beaucoup. Hop, on va pouvoir passer du coup à la question suivante. Et ceux qui ont des questions, je le rappelle pour ceux qui sont arrivés, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, Kenan, du coup, comment tu as un peu prouvé ce double diplôme? Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé justement pour aller chercher ça, sachant que ce n'était pas forcément proposé à l'ISEN initialement? Ouais, bah, tout premièrement, bah, j'ai suivi des webinaires un peu comme ça qu'il y avait à l'ISEN. J'ai suivi toutes les réunions qu'il y avait par rapport aux expériences à l'étranger à l'ISEN, mais je trouvais pas vraiment mon compte dedans. Et donc, je suis allé un peu fouiller par moi-même. Je suis allé voir sur des agences comme Asia Exchange, voir ce qui se faisait de, qu'on proposait pas à l'ISEN, voir sur d'autres agences, parce qu'il faut savoir qu'il y a les partenariats avec l'ISEN, il y a pour partir à l'étranger, il y a les partenariats avec l'ISEN, les universités qui sont partenaires avec l'ISEN, il y a les agences, et il y a aussi le fait de aller chercher soi-même son université et et en fait candidater en externe à l'université carrément. Donc, sur les deux premières solutions, j'ai pas trouvé de choses qui m'intéressaient vraiment parce que moi, je voulais faire une année à l'étranger, comme je vous le disais, mais une année qui me faisait valider vraiment un diplôme et pas un certificat. Donc, donc la seule solution que j'ai trouvée, c'était de faire un master dans une université sans partenaire sans passer par une agence. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet les différents masters disponibles en cybersécurité. Bon, ça se fait très bien, hein. Il y a des sites qui sont pas mal pour référencer tous les, tous les cursus universitaires dans le monde. Et donc, je voulais un master en 1 an. Donc, on appelle ça un full part. Et donc, il y en avait une dizaine dans le monde. Après, moi, j'ai trié en fonction de mes critères. Donc, il fallait que ça soit en anglais et il fallait que, au niveau de l'argent, qu'on soit à moins de 15 000 euros par an, quoi. Aussi, c'était pas possible. J'en ai trouvé deux. Il y avait Malte et Kuala Lumpur. Euh, Honnêtement, moi, j'avais toujours voulu aller visiter l'Asie du Sud-Est. Donc, c'était vraiment une opportunité de fou. En plus, l'université était top. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment fait toute la démarche de mon côté, sans voir ça avec l'ISEN et sans voir ça avec nulle part. J'ai juste contacté l'université et échangé avec eux. Tu viens d'évoquer la différence entre certificat et diplôme. Est-ce que tu peux en dire un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas? Après, je m'y connais pas non plus énormément là-dedans, mais en fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui partent à l'étranger faire des années de césure et qui vont peut-être faire des cours du soir, ou alors ils partent un semestre et en fait, ils ont juste des certificats des universités. Bah, c'est déjà bien et ils peuvent le mettre en avant sur leur CV, mais ça n'a pas le même poids que par exemple quelqu'un qui a fait un master. Qui a fait un master. En fait, moi, mon master en cybersécurité que je fais en Malaisie, c'est comme si, si j'avais fait un master en France, ça a la même reconnaissance. Donc derrière, c'est aussi quelque chose que je vais pouvoir mettre en avant pour mes futurs entretiens d'embauche et aussi sur mes futures rémunérations. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup pour cette explication. Clara, du coup, si tu veux aussi pour cette question. Moi, mon stage, je l'ai trouvé grâce à
un enseignant qu'il y avait sur le site de Brest qui maintenant n'est plus là. Mais c'est, je pense, un bon conseil que je peux vous donner, c'est si jamais voilà, vous connaissez un peu vos profs, surtout les enseignants-chercheurs, parce que eux, c'est ceux qui ont sans doute été les plus amenés à voyager et à travailler avec d'autres personnes. En fait, vous pouvez essayer de vous rapprocher d'eux si jamais vous êtes au courant qu'ils ont été dans un pays qui vous intéresse. Donc moi, en l'occurrence, c'était la Norvège. Et, euh, et du coup, voilà, en fait, vous pouvez essayer de passer par eux pour avoir de nouveaux contacts. Et je trouve que c'est peut-être plus facile aussi parce que le fait que vous demandiez un stage, une expérience à quelqu'un sur place qui vous connaît par l'intermédiaire d'une personne vraiment qui est professionnelle, qui est dans le milieu, donc en l'occurrence votre prof, je trouve que ça peut vraiment aider parce que ça peut montrer aussi que vous ne connaissez pas cette personne juste parce que vous êtes genre sa voisine, etc. Mais vraiment parce que vous êtes en train d'étudier ou de travailler avec elle. Donc je trouve que c'est un peu une valeur ajoutée. Euh, Après, on est pour ou contre toutes les histoires de réseau et tout, mais je trouve que quand on a l'opportunité, comme par exemple à l'ISEN, d'avoir beaucoup d'enseignants-chercheurs, bah, il faut plutôt en profiter et c'est une bonne chose. Donc, ça permet aussi de se rendre dans des pays, travailler dans des entreprises, des laboratoires qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais c'est tout aussi intéressant parce que ça nous différencie aussi des autres sur le CV. Je trouve que c'est un plus. Ok, bah merci beaucoup. J'ai vu que ma liste était arrivée. Du coup, si tu veux un petit peu te présenter, Oui, dire un peu ce qui t'a motivé et ensuite cette question-là. d'accord. Ah bah, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maëlys Poghem. Je suis actuellement en 5e année à l'ISEN. Et donc, je suis venue vous parler aujourd'hui un peu de mon séjour à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance de partir en Corée du Sud, à Séoul, c'est un semestre à l'étranger que j'ai fait dans une université. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée à partir à l'étranger? Eh ben, en fait, je voulais partir le plus loin possible et aller dans un pays dont j'aurais pas forcément l'occasion de partir en tourisme et d'avoir la plus grosse claque culturelle, si on pourrait dire. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers ce pays-là, parce que je voulais aussi bousculer un petit peu ma zone de confort, et en apprendre un peu plus sur ce qui se passait au-delà des frontières, en tout cas européennes. Moi, je suis donc, pour répondre à la question, j'ai trouvé mon semestre à l'étranger puisque je suis, grâce à l'école en fait, grâce à l'école, puisque donc je suis partie dans le cadre de ma M1 pour le 2e semestre. Et donc, j'ai participé à beaucoup de réunions que l'ISEN organisait. Et j'ai choisi en fait le pays et ensuite les cours associés, pardon, excusez-moi, les cours associés ensuite à l'université dans laquelle j'étais. Voilà, donc c'est vraiment grâce à l'école et à au partenariat qu'elle avait avec notamment Asia Exchange que j'ai pu partir pendant ce semestre-là. Super, merci. Tu as dit justement que c'était pour la claque culturelle et que tu souhaitais partir le plus loin possible. Est-ce qu'il y a d'autres destinations qui étaient proposées avec lesquelles tu as hésité? Oui, alors moi je suis partie avec une amie et donc il fallait s'accorder sur le choix de la destination à deux. En fait, on était aussi intéressés par aller en Amérique du Sud, mais on voulait vraiment avoir ce changement drastique, cette différence de culture, mais encore plus poussée, qui est par exemple ne pas savoir parler le coréen, ne pas connaître les coutumes ou les traditions qu'ils peuvent avoir dans ce pays-là. Et donc c'est pour ça que notre choix s'est porté sur la Corée du Sud, mais il y avait aussi l'idée de partir en Amérique du Sud, mais qui était peut-être un peu plus européen, peut-être, qui s'apparentait plus à l'Europe et donc un peu moins différent de ce qu'on recherchait. Ok, merci beaucoup.
Hop. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment s'était passé, pourquoi vous êtes allé aux différents endroits que vous êtes allés ou vous êtes encore pour Kenan, on va voir un peu les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de la recherche. Donc c'est souvent plus simple en Europe, mais, mais Kenan, je pense que tu peux commencer. C'était peut-être un petit peu plus compliqué pour toi. Ah oui, des tonnes de difficultés, hein. Moi, clairement, ça a pris vraiment 1 an. À partir du moment, 1 an, à partir du moment où j'ai contacté l'université qui m'intéressait. Donc, je les ai contactés en novembre 2021 pour la rentrée en juillet 2022. Et au final, je suis arrivé à l'université en novembre 2022. Donc, le fait que j'ai choisi une université qui n'était pas en partenariat avec l'école ou que je passe par une agence a beaucoup compliqué les choses parce que ils ont dû en fait s'assurer que l'ISEN était bien une école qualitative, que c'était bien une école d'ingénieurs reconnue en France. euh, les comment on appelle ça les niveaux, par exemple, on parle d'un niveau bachelor à l'étranger, on parle d'un niveau licence en France, donc les équivalences sont pas les mêmes. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué aussi quand on veut essayer de faire une demande comme ça à une université qui est en dehors de l'Union européenne. Après, j'ai eu énormément de problèmes avec les visas parce que l'immigration malaisienne est très compliquée. Mais bon, au final, tout s'est bien passé. À partir de juillet 2022, j'ai pu suivre les cours en distanciel jusqu'à novembre, là où on m'a enfin validé mon visa et j'ai pu partir donc, à, à Kuala Lumpur pour suivre les cours en présentiel. Donc, ça a été une belle aventure et ça l'est encore d'ailleurs. Mais ouais, il y a eu beaucoup de difficultés. L'ISEN m'a aidé sur les équivalences. Hem, quand à partir du moment où on dit à l'ISEN qu'on va faire une année de césure, c'est pas comme, comme un stage ou comme les semestres à l'étranger en 4e année. Ils nous laissent un peu, tout seuls en fait. Ils nous laissent tout seuls et ils nous laissent tout gérer. Et j'avais un peu peur, que justement ils nous disent ça au début et qu'ils mettent pas du tout sur les équivalences et tout ça, mais ils nous ont quand même aidés et là, par exemple, en ce moment, je suis en train de voir, pour créer, le partenariat du coup entre l'université où je suis actuellement et l'ISEN et franchement, c'est en bonne voie. D'ailleurs, après-demain, la responsable des partenariats de l'ISEN vient dans mon université à Kuala Lumpur pour visiter l'université et ça sera, en retour. Le responsable partenariat France de mon université de Malaisie, viendra, en avril, visiter l'ISEN, pour créer le partenariat. Donc ça a été beaucoup de galères, mais j'ai l'impression que ça va déboucher sur un truc, qui peut être pas mal, autant pour l'ISEN que pour, ses étudiants. Ok. Et sur tout ce qui est partenariat, est-ce que tu connaîtrais d'autres destinations qui sont actuellement soit en cours de négociation ou autres par l'ISEN pour un peu donner des idées de pays aux personnes qui nous écoutent? Je sais que pour en avoir discuté du coup avec la responsable partenariat, heu, en Malaisie, à Kuala Lumpur, ils sont en discussion avec l'UPM, donc l'université Putra Malaysia, hem, qui est une autre université donc de Kuala Lumpur et aussi avec l'université de Bangkok, mais c'est en fait, les 2 universités avec lesquelles ils sont en création de partenariat, elles sont déjà en partenariat avec Asia Exchange, donc vous pouvez déjà y aller. Assez facilement en passant par Asia Exchange. Sauf que celle où je suis, n'est pas en partenariat avec Asia Exchange, donc ça sera une nouveauté qui permet de valider un master en 1 an pour les intéressés. Ok, et ben merci. Et concernant le visa d'ailleurs, t'as pu évoquer ça. Vu les délais un petit peu que tu as décrits, tu conseillerais pour le cadre de la Malaisie, par exemple, de commencer du coup plus d'un an avant, un an avant suffit? Moi je conseille de commencer, ouais,
Par exemple, moi, c'était pour la rentrée en juillet, il faut que ça soit commencé, faut que les premiers contacts soient déjà pris pour moi, à partir de janvier pour pouvoir comprendre vraiment comment ça fonctionne. C'est différent, déjà, il faut être accepté par l'université. À partir du moment où vous êtes accepté par l'université, ce qui prend déjà 2 à 3 mois, après vous êtes, l'immigration vous prend en charge et là, il y a encore, de nombreuses étapes et c'est ce qui m'a pris énormément de temps donc après j'ai peut-être pas été assez réceptif aussi mais ouais, je pense que 6 mois avant, c'est bien. Ok, bah, comme tu as dit, un long parcours. On peut continuer du coup sur tout ce qui est Asie avec Maëlys, si tu veux. Oui, et ben, pareil que Kenan, moi j'ai eu quelques difficultés pour partir puisque après c'était la période qui faisait que, je suis partie donc en mars 2022, donc l'année dernière. Et en fait, c'était pendant la pleine période Covid. Il faut savoir que l'Asie, en tout cas les pays en Asie du Nord, sont beaucoup plus, ont une politique en tout cas au niveau de la santé qui est beaucoup plus drastique que celle que l'on peut avoir en Europe et en France. Et donc, j'ai dû avoir une quatorzaine, donc passer à mes frais une semaine dans un hôtel isolé de tout contact de la population et en faisant des tests PCR. Donc voilà, ça c'était une première partie qui a été extrêmement longue et compliquée puisque la période Covid a fait qu'il y a eu des petits problèmes dans la livraison des visas, parce que pareil, pour la création et la mise en place du visa, en tout cas pour pour la Corée, il faut quand même se prendre, faire la demande en avance, puisqu'il y a au moins 1 mois et demi, 2 mois de délai. Donc, alors, c'est pas aussi long que pour Kenan, mais voilà, il faut quand même être assez assidu et s'y prendre à l'avance, en tout cas, pour être sûr de pouvoir partir, puisque c'était quelque chose qui a pu nous mettre en péril. En tout cas, certains qui sont partis pu être bloqués par rapport à ça. Mais sinon, après, pour les difficultés qu'on a pu avoir en amont, ça a été exclusivement ça, vraiment juste le visa et les soucis de santé publique, je dirais, et même mondiale. Mais sinon, après, aucun problème. Les échanges qu'on a pu avoir avec Asia Exchange avant pour tout ce qui est inscription à l'université, tout ce qui va être ensuite euh, réservation de la quatorzaine, en tout cas, mise en place et des démarches pour le visa. Tout ça, ça a été extrêmement bien accompagné par l'école euh, et, euh, et par les étudiants, en tout cas, on s'est tous entraidés, quoi. Voilà. Après, pas, pas de difficulté autre que ça, en tout cas, pour la recherche et pour la mise en place du voyage. Ok, bah merci beaucoup. J'ai vu Kenan que tu avais désactivé ton micro. Si tu souhaitais rajouter quelque chose, je ne sais pas, sur l'Asie ou par rapport à ce que tu as dit juste avant. Ouais, je voulais rebondir vite fait sur, le temps de période, enfin sur le temps, heu, à prendre en compte pour, en fait, pour créer le projet. En fait, vraiment tout dépend de s'il y a déjà un partenariat entre l'école et l'université où vous voulez aller parce que là, dans ce cas-là, en fait, heu, on voit bien que, l'école a pu aider et en fait, l'école a l'habitude elle a déjà l'habitude de tous les processus à faire et moi, dans mon cas, en fait, c'est juste la compréhension au niveau des demandes de visa et tout ça qui ont pris, beaucoup de temps et le fait de le faire tout seul. Mais dans les prochaines années, c'est sûr que ça ira de plus en plus vite donc c'est pas, un truc où il faut avoir peur, quoi. Ok, bah merci beaucoup pour ce rajout. Clara, du coup, si tu veux enchaîner. Oui, alors moi par rapport aux autres, je pense que j'ai pas du tout de problème. Déjà parce que je suis partie en Europe et que je suis partie dans un pays où il y a diplomatiquement il n'y a aucun problème. J'ai pas eu besoin de visa, j'ai vraiment eu besoin juste de ma carte d'identité et de la carte d'assurance maladie et c'est tout. Du coup, pour accéder au pays, j'ai pas eu de problème. Après, pour rechercher vraiment l'expérience, le stage,
Au début, je ne suis pas passée par ma prof. J'ai vraiment voulu chercher toute seule et j'ai rencontré des difficultés, on va dire, classiques, c'est-à-dire que j'ai dû envoyer, je pense, 55 demandes de candidature, enfin de demandes de stage. C'est mieux. Je vois que j'ai reçu un message. Est-ce qu'on m'entend mieux là si je me rapproche? Euh, Ouais, c'est un petit peu mieux. Ok, ça marche. Ouais, en fait, les seules difficultés vraiment que j'ai rencontrées pour rechercher mon expérience, ça a été voilà, d'envoyer plein de candidatures et de ne pas avoir de réponse. Et ça, c'est comme pour bah, à peu près tout. Et puis même en France, c'est comme ça, on nous répond pas toujours. Sinon, j'ai dû aussi trouver un logement toute seule. Et ma seule difficulté, ça a été de composer un peu avec le prix parce que le coût de la vie en Scandinavie, plus particulièrement en Norvège, c'est assez exorbitant. Et du coup, bah voilà, fallait réussir à combiner mon budget, enfin l'idée que je me faisais de l'argent que je voulais bien dépenser dans le logement, les transports, ce genre de choses, et puis voir après avec ce qui se faisait sur le marché, et puis trouver le meilleur compromis. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu de grosses difficultés. Ok, merci. Effectivement, un peu plus simple en Europe, j'ai l'impression. Donc maintenant, on va voir un petit peu quand on est suite à l'expérience ou quand on était quand on a été accepté soit à son double diplôme, soit à son stage, soit à son semestre, justement, quelles sont un petit peu les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez réussi à les gérer sur place, justement. Donc, Kenan, si tu veux. Ouais, les défis, là, j'ai pas trop d'idées. En fait, après, enfin, moi, j'ai tellement attendu mon visa que quand je suis arrivé sur place, enfin, j'avais déjà fait un peu plus de 3 mois et demi en visio pendant la nuit. En fait, je suivais les cours pendant la nuit parce qu'il y a 7 heures de différence entre la France et la Malaisie. Donc, ça, c'était le premier défi au final. Si. Et bah, là, c'est juste de la patience, hein. Il fallait attendre le visa. Arrivé sur place, bah, tellement content que, enfin, tout est plaisir, hein. Même trouver un logement, même si des fois c'est un peu galère en pleine ville et tout, bah, t'as tellement attendu ça depuis longtemps que ça le fait bien. Ouais, moi, enfin, j'ai qu'un conseil hein, sur comment surmonter les étapes, hein, c'est patience et toujours rester motivé. Et puis, si vous avez vraiment envie de le faire, bah, vous allez réussir à le faire en fait. Vous prenez pas le chou et croyez juste en vous. Plutôt motivant. Merci. Maëlys, si tu veux continuer. Oui, bah, les défis que j'ai rencontrés moi, pendant cet échange, je dirais que c'est la langue. Ça a été le plus gros défi parce que bah, j'avais aucune notion, même de base, de coréen. Et il faut savoir qu'au final, les Coréens ne parlent pas aussi bien anglais qu'on pourrait le penser. Donc, ça a été un petit peu difficile au début, mais pas impossible et pas insurmontable. Et justement, ça a été très enrichissant, je dirais, de se débrouiller, de trouver des façons de communiquer qui dépassent un peu ce que nos outils de communication aujourd'hui, donc par le mime ou même par l'utilisation d'applications pour pouvoir échanger. Donc ça a été, ça, ça, ça a été difficile au début, mais très enrichissant. Et l'autre difficulté qu'on a pu avoir, en tout cas que j'ai pu avoir, c'était l'adaptation, parce que il faut savoir qu'en Corée du Sud, en tout cas ou à Séoul, la culture, elle est diamétralement opposée à ce que nous, on peut vivre en France ou en tout cas en Bretagne. Et donc, il faut savoir ne pas forcément offenser les gens avec lesquels on vit. Puisqu'il y a par exemple, juste pour vous donner un exemple, à table, il est extrêmement mal vu de se moucher, mais vraiment, donc ça équivaut comme nous si on mettait les pieds sur la table, quoi. Donc voilà, c'est des choses que
moi, je n'avais pas forcément au début. Donc, je me suis renseignée sur les coutumes, les traditions, le mode de vie, parce qu'en fait, c'est un mode de vie qui n'a rien à voir avec avec le mien, en tout cas. Et donc, c'est vraiment savoir pas se fondre dans la masse, mais en tout cas, savoir vivre et ne pas vivre avec des gens qui avaient des traditions et des façons de vivre différentes des nôtres. Mais c'est carrément, justement, c'est pour ça aussi que j'avais choisi de partir à Séoul. C'était pour pouvoir vivre ça et pour pouvoir comprendre et voir au-delà de ce que, du bout de mon nez, je dirais. Voilà. Et justement, est-ce que ce choc culturel a été un peu plus facile à vivre étant donné que vous étiez un groupe justement de lycéennes à partir là-bas? Oui, je pense que ça a été plus facile puisque, comme je disais, c'est la langue, ça a été quand même au début une barrière. Et je pense que c'était plus facile de pouvoir échanger même avec des gens qui parlaient, je dirais au début un peu français quand même, et même qui avaient les mêmes modes de vie que moi. Et du coup, on a pu échanger sur il faudrait faire plus ça, ou j'ai vu qu'il y avait ça et tout. Donc ça a été quand même très, très, très chouette en fait d'avoir un groupe de l'école, quoi. Mais ça fait bizarre après de rentrer en France et de pouvoir lire les panneaux dans la rue, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et Lara, du coup, si tu veux continuer. Moi, pour les défis que j'ai rencontrés, c'était plutôt des défis un peu humains aussi, dans le sens où euh, les Norvégiens ont une culture qui, évidemment, leur est propre. Et en fait, c'est une culture qui n'est pas aussi chaleureuse que la culture bretonne, enfin, de prime abord en tout cas. Et donc, voilà, ça peut être un petit peu. C'est des personnes qui peuvent paraître très froides. euh, donc, ça peut être assez compliqué en fait d'essayer de se faire des amis ou de s'intégrer dans un groupe, de rencontrer des gens. Euh, Après, moi, dans le cadre de mon boulot, en fait, j'ai bossé dans un laboratoire à l'université et du coup, il y avait des personnes qui venaient du monde entier. Donc, en fait, tout le monde se mélangeait ses cultures. Là, il y avait globalement aucun souci. J'ai eu plus de difficultés, par contre, quand je suis partie en mission en mer. Là, j'étais enfermée du coup dans un bateau avec que des Norvégiens. Et en fait, personne ne me parlait. Tout le monde parlait norvégien autour de moi et alors que tout le monde parle anglais normalement, mais voilà, personne ne me parlait en anglais, personne ne me parlait. J'étais vraiment toute seule. C'était juste le strict minimum. Vraiment, bonjour et bonne nuit. Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment à moi en fait d'essayer de passer du temps avec eux, de leur poser des questions. Et une fois qu'on avait vraiment brisé la glace, euh, il y avait aucun problème en fait pour avoir des discussions. Et c'était même eux qui venaient vers moi à certains moments pour qu'on discute, qu'on rigole, qu'on partage plein de choses. Et donc voilà, c'est comme ce que Maëlys disait, c'est super important avant d'aller dans un pays d'essayer un peu de se renseigner sur comment sont les gens, de partir avec vraiment des préjugés, mais essayer d'être un petit peu au courant des réactions et de savoir que, par exemple, voilà, en Norvège, quelqu'un qui vous dit juste bonjour ou alors qui s'éloigne de vous quand vous vous asseyez sur un banc à côté de lui, c'est pas mal poli en fait. C'est juste sa culture, ses façons de vous rester. Et voilà, il faut être un petit peu au courant de ça et après, tout se passe bien, quoi. Et est-ce que tu étais avec d'autres Français justement là-bas, un petit peu comme Maëlys ou pas justement? Il y a une étudiante de ma classe qui est partie aussi dans la même ville que moi pour un peu moins longtemps, mais on n'était pas en stage au même endroit, donc on se voyait un petit peu des fois pour traîner ensemble. Et sinon, dans l'université, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, et donc on était dans le même bureau, et on bossait pas avec les mêmes personnes. Donc ça me permettait de pouvoir des fois manger avec quelqu'un, pouvoir parler un peu en français aussi. Mais sinon, j'étais quasiment tout le temps avec des Norvégiens ou des étrangers, des Allemands.
Ok. Et d'ailleurs, Kenan et Maïlis, est-ce que vous avez réussi justement à, un peu comme Clara l'évoque, à rencontrer un peu les locaux, etc. Ou c'était quand même plus orienté avec les Français ou en tout cas avec les Européens? Pour ma part, eh ben, on a eu, en tout cas, j'ai eu quelques difficultés à rencontrer vraiment des locaux, puisque même si il faut savoir que les Coréens sont quand même très, très pudiques. Et donc, c'est totalement possible, mais en tout cas, moi, de mon expérience, je n'ai pas pu vraiment rencontrer et me faire des amis, enfin, amis, en tout cas, avec les Coréens. Cependant, après, c'était dans le cadre forcément d'Erasmus, d'échanges internationaux. Et en tout cas, j'ai rencontré une troupe de Finlandais avec qui aujourd'hui on est toujours en contact. Voilà, on se voit, on échange toujours. Ouais, ça crée vraiment des liens. Mais avec des locaux proprement en parler, non, pas eu de coup de cœur amical, en tout cas, d'échange. Moi, pour enchaîner sur ça, à l'université, enfin, il faut savoir que mon université, c'est à peu près, je pense, 60% d'étrangers qui viennent principalement d'Afrique, de Chine, du Japon, de Corée, très très peu d'Europe. Et donc, il y a pas beaucoup de Malaisiens. Et pour l'instant, en fait, jusqu'à la fin de notre deuxième semestre, là, donc jusqu'à avril, on est en hybride, donc présentiel et distanciel en même temps. Et donc, les Malaisiens viennent pas trop en cours. Donc, c'est assez compliqué pour faire des rencontres avec des Malaisiens. Après, enfin, du coup, moi, j'ai rencontré pas mal d'Africains, des personnes enfin, ce qui est bien avec les Africains, c'est qu'il y en a qui parlent, pas mal enfin, il y en a pas mal qui parlent français. Donc, ça peut être, assez, assez sympa de temps en temps. Mais après, on a la chance à l'université d'avoir, des fois des meetings pour pouvoir se rencontrer et tout ça. Donc ça, c'est sympa. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout. On en rencontre de Russie, d'Indonésie, du Bangladesh, du Népal. Enfin, ça c'est vraiment dingue. Au début, ça a pas été simple parce que, ouais, vu qu'on est 6 dans ma classe, et que j'étais un des seuls à venir en présentiel, bah, au début, c'était pas simple, mais bon, patience, ça va le faire. Et pour les locaux, du coup, là, j'ai enfin réussi à trouver le moyen de me faire des potes locaux. Je passais par, le hand parce que le handball, j'en fais en France et j'ai trouvé un club sur Kuala Lumpur et donc maintenant je fais partie d'une équipe. Là, par exemple, le week-end dernier, on a fait un week-end de tournoi. C'était vraiment top et maintenant, je peux dire que j'ai des potes locaux et en plus, c'est des gens qui bossent déjà dans la vie professionnelle et tout ça, ils sont plus âgés et vraiment il y a un peu de tout et c'est hyper intéressant. Donc le sport, comme, vecteur de sociabilisation, c'est vraiment le top. Ok, bah super. Donc, c'est une bonne fin pour cette question. Donc, orientez-vous vers vos passions à l'étranger. Vous allez trouver des potes là-bas. Je trouve ça pas mal. Super. Maintenant, c'est un petit peu, on en a un peu parlé du coup là avec cette question, mais si vous voulez rajouter des choses sur un peu ce qui a plu ou déplu justement lors de votre voyage, si l'un de vous veut commencer par rapport aux choses qui ont déjà été dites ou pas été dites justement. Euh, Bah, moi, je Pardon. peux parler d'une expérience qui s'est très bien passée. Ça a été en fait ma coloc. Parce que du coup, pour pouvoir payer un petit peu moins cher les loyers là-bas, parce que le système pour avoir le droit de louer un appartement, c'est un petit peu compliqué. Globalement, en fait, il aurait fallu, l'idéal aurait été que je prenne un contrat de 1 an et donc que je n'y reste que 4 mois et demi. Et après, en fait, en partant, j'aurais trouvé moi-même quelqu'un pour louer mon appart à ma place. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai pris une coloc qui pouvait me prendre juste pendant la durée de mon séjour. Ça s'est pas spécialement bien passé parce que voilà, on on n'a pas du tout la même culture. Elle est pas norvégienne non plus. Mais
voilà, c'est un petit peu compliqué de se supporter, on va dire. Donc, si j'ai un petit conseil à donner aux personnes qui doivent partir à l'étranger et voilà, essayer de favoriser les logements qui sont faits pour les étudiants. Donc, par exemple, tout ce qui va être un peu comme le Crous, mais version locale en fonction du pays dans lequel vous irez. Parce que déjà, souvent, c'est des logements qui coûtent très cher. En plus de ça, vous ne serez jamais seul, parce que vous vous retrouverez entouré de plein d'étudiants. Ça pourrait être assez chouette. Euh, et sinon, il faut essayer vraiment de bien chercher les appartements en fonction des retours qui sont faits sur les personnes. Après, c'est peut-être quelque chose que tout le monde sait de base, et c'est juste moi qui me suis fait d'avoir, mais voilà, je pense que si c'était à refaire, bah, j'aurais clairement pas choisi cet appartement-là. J'aurais sans doute payé un peu plus cher pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Mais voilà, il faut essayer de vraiment bien se renseigner quand on reste longtemps, parce que vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est jamais très évident. Donc voilà, il vaut mieux pas trop se planter. C'était vraiment juste le seul truc qui m'a plu pendant mon expérience, parce que sinon c'était vraiment que du kiff et c'était trop bien d'aller travailler tout le temps, enfin d'aller visiter, et c'était super chouette. Ok, merci beaucoup. J'ai vu, Kenan, notamment, que tu avais activé ton micro aussi, si tu veux continuer. Ouais, moi depuis tout à l'heure, je parle université, travail, master là, mais c'est pas pour rien que je voulais visiter l'Asie du Sud-Est. C'est aussi bah, pour ces pays et ces voyages. J'ai la chance d'être parti en Malaisie avant de trouver l'université. La Malaisie, franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre, qu'est-ce que c'était vraiment la Malaisie. Et en fait, c'est vraiment un mélange de cultures assez enfin, détonnant. On va retrouver au niveau en fait, rien qu'au niveau des ethnies, déjà, on va être sur du 30% chinois, 30% indien, 30% malais, donc de locaux vraiment. Et après, au niveau des religions, on va trouver vraiment de tout, donc de l'islam, de l'hindouisme, du catholicisme, du protestantisme. Il y a vraiment de tout et c'est incroyable vraiment les différences de culture. Ça se retrouve dans les plats et tout ça. Et en fait, ça se retrouve aussi dans le fait que Kuala Lumpur, la ville où je suis, c'est un peu un hub pour toute l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que je peux partir en Thaïlande pour 100 € l'aller-retour en avion. Enfin, c'est vraiment le top du top pour pouvoir voyager. Et là, depuis que je suis arrivé, donc en- j'ai Ah, je ne sais pas si ça a coupé pour tout le monde. Ça a coupé. Philippines 10 Ah, jours. Et est-ce que ça a coupé seulement pour moi ou pas? vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, là on t'entend de Oh, nouveau. oh, Ok. ok, bah, On a raté justement. une phrase à peine, t'inquiète pas. Ouais, bah, je disais que justement, c'était vraiment top pour voyager et que j'ai des problèmes de co là actuellement, c'est parce que je suis à Bali. Donc ça doit être pour ça. Je suis sur ma 4G et ça bug un peu. Mais voilà, donc c'est vraiment top pour voyager. L'Asie du Sud-Est, c'est plein de cultures vraiment différentes et c'est incroyable. On passe d'un pays à l'autre très facilement et on voit beaucoup de paysages différents et qui sont très exotiques. Enfin, ouais, qui sont très exotiques et qui cassent tout, quoi. Et on peut retrouver des villes très cosmopolitaines comme Kuala Lumpur, comme des villes très Asie du Sud-Est comme Hanoï au Vietnam et malheureusement aussi comme Manille où on voit des capitales très pauvres et enfin on trouve vraiment de tout et je trouve ça vraiment très enrichissant. Ok, super, merci. Maëlys, j'ai vu aussi que tu avais activé ton micro si tu veux. Oui, bah, pour rejoindre, alors ce qui m'a un petit peu déplu, faire ce qui m'a déplu et ce qui m'a plu. Ce qui m'a déplu pour rejoindre Clara, en fait, le loyer, pareil, à Séoul, c'est extrêmement cher.
Et donc, souvent, l'idée, c'était de faire des colloques, mais non pas à 2. Donc, moi, je suis partie avec une copine. Mais ça coûtait déjà encore toujours super cher. Donc, il fallait se mettre à plusieurs. Et on a fait, nous, des guest house sur Airbnb. Donc, ça a été bien parce on a rencontré plein de monde. On a rencontré des Belges, on a rencontré aussi des Français, mais aussi des Allemands, quelques Coréens. Enfin, voilà. Donc, ça a été très intéressant. Mais d'un autre côté, c'était un peu compliqué puisque bah, voilà, vivre avec toutes ces cultures différentes, on n'a pas forcément la même vision par exemple, de la propreté. Enfin, voilà. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais bon, c'était le seul choix et la seule option qu'on avait en tout cas pour pas payer un loyer vraiment trop cher. Et ce qui m'a plu, c'est, comme disait Kenan, ça se ressent dans les plats. Et ben oui, en fait, en Corée, vraiment, la nourriture, elle est extraordinaire. Enfin, c'est extrêmement bon. Par contre, le niveau de vie est plus élevé qu'en France. Donc, nous, ça nous coûtait des fois moins cher d'aller au restaurant ou de commander à manger que de faire à manger, enfin, faire ses courses et faire à manger. Faire de la cuisine maison, quoi. Donc, mais la nourriture était vraiment, ça a été vraiment une super découverte, tous les différents types de saveurs, de plats et les marchés, et voilà. C'était vraiment chouette. Ok, super, merci. Pour ceux qui sont intéressés pour le replay, je l'envoie dans la conversation et dans le chat, et aussi on pourra vous l'envoyer après. C'est pas encore fini, mais je vois que des personnes sont pas disponibles pour la suite. Donc voilà, vous pourrez, si besoin, regarder la suite en replay. Pour finir un petit peu la partie, le webinaire là-dessus, n'hésitez pas un petit peu à poser les questions. C'est un peu le moment dans le chat. Donc, si vous avez des questions, que ce soit général, là, il y a quelques idées qui sont là. Mais ça peut être des questions surtout sur le déplacement, sur ce qui a été évoqué, à propos d'une des 3 personnes, sur une région du monde. N'hésitez pas, c'est le moment des questions, justement. Et vous pouvez aussi prendre le micro, que ce soit par oral ou si vous préférez par écrit. C'est comme vous voulez. Le temps que les questions arrivent, s'il y en a qui arrivent dans le chat, on peut passer un petit peu à la slide d'après. Là, c'est pour... il y a quelques moyens de partir à l'étranger qui vous ont été présentés. Mais il y a aussi d'autres moyens, comme vous pouvez le voir juste ici. On ne va pas forcément les aborder lors de ce webinaire, mais c'est pour que vous soyez au courant de ce qui peut de ce qui peut exister, pardon, un petit peu. Donc, si ce qui vous intéresse, c'est tout ce qui est travaillé à l'étranger, justement, que ce soit en stage ou pas, vous pouvez à la fois nous contacter à l'AISEN. Donc, Alexandre, qui est aussi dans l'appel, pourra vous présenter un peu l'AISEN juste après. Et il y a tout ce qui est VIE. Donc, ça, c'est pour partir juste après le diplôme. Mais vous pouvez aussi contacter, en fait, il y a plein d'associations ou d'entreprises ou d'organismes comme la Chambre de commerce, etc., qui peuvent parfaitement, en fait, aider les étudiants à trouver une entreprise pour partir à l'étranger. Vu qu'en fait, ils ont les demandes des entreprises, c'est super intéressant de pouvoir les contacter. Sur tout ce qui est études à l'étranger, on l'a bien vu un petit peu avec les témoignages ici, il y a tout ce qui est le réseau de l'ISEN, contacter les professeurs, etc. Il y a tout ce qui est Erasmus et, comme Kenan l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est Asia Exchange. Et enfin, tout ce qui est pour le déplacement en respectant un certain budget, ou alors si les points évoqués avant ne vous intéressent pas forcément. Il y a tout ce qui est Workaway, Woofing, Solidarité internationale, donc qui permettent en fait de se déplacer à l'étranger et en tout cas pour le cas du Woofing et du Workaway, pouvoir travailler en échange de logement et être nourri. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question, donc on peut revenir sur la slide d'avant. Une question de Laure. Hop.
une question de Laure qui dit: est-ce que vous avez des conseils ou des contacts pour trouver un stage à l'international en Europe? Moi, il y a un truc dont j'ai pas parlé, mais ça pourrait peut-être répondre à ta question. J'avais trouvé beaucoup d'offres d'emploi ou de stages pour des étudiants internationaux en allant sur un site qui est l'équivalent du Concoin. Donc, j'imagine que ça, c'est vraiment un type, enfin, une sorte de site que tu peux trouver dans près tous les pays. Et du coup, si tu arrives à choper ce site-là, généralement, il y a souvent un onglet job, job étudiant ou des trucs comme ça. Et du coup, après, tu peux trouver plein d'offres en fonction des entreprises qui sont dans le pays et qui, du coup, pourraient avoir besoin de stagiaires pour un été, 2, 3 mois. Enfin, ça dépend de ce que tu veux. Ou alors, bah, comme je l'ai dit avant, c'est d'aller voir les profs, surtout les enseignants, parce qu'eux, ils ont plus de contacts à l'étranger généralement. Pardon, c'est quoi le nom du site que tu as dit? Alors, j'ai pas donné de site en particulier, mais par exemple, pour la Norvège, c'est fin.no. Mais en fait, c'est qui va être l'équivalent de Le Bon Coin. Enfin, tous les sites d'annonces, c'est comme ça dans tous les pays. Et en fait, tu trouves n'importe quoi, une voiture, une maison, mais tu peux trouver du travail. Du coup, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'au moins, c'est accessible. Tu peux consulter les offres et puis voilà. Et Kenan, Maëlys, vous, c'était pas l'Europe, mais si vous avez des infos, n'hésitez pas. Bah, concernant le semestre à l'étranger, l'ISEN propose quand même pas mal de choix en termes de destination. Donc, je pense que ça peut être intéressant de soit se rapprocher des personnes en charge de faire de tout ce qui est l'étranger. Donc, je sais que Madame Moelle s'occupe de ça notamment, entre autres, en tout cas, et de participer à des réunions qui peuvent être organisées par l'école pour trouver la destination qui pourrait vous correspondre le mieux. Et moi, de mon côté, j'ai pas trop de conseils supplémentaires à part le fait de chercher par vous-même s'il n'y a rien qui vous correspond dans ce qui est proposé à l'ISEN et juste de kiffer, quoi. Prenez votre temps de chercher le projet qui vous correspond et derrière de vous lancer à fond dedans, quoi. Ok, bah merci. Je pense que globalement, cette question-là a été plutôt pas mal répondue. N'hésite pas à reprendre la parole ou à envoyer un message, Laura, si tu veux. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, pour un peu conclure cet aspect-là, est-ce que vous avez des derniers conseils, des conseils sur un peu tout, déplacement ou sur comment se lancer, comment chercher? Voilà un peu pour conclure ça. Si jamais vous avez peur de ne pas rencontrer de personne ou de vous retrouver tout sur place parce qu'il y a personne de votre groupe d'amis ou de votre école qui part en même temps que vous, vous pouvez essayer de vous rapprocher d'essayer de chercher par exemple sur Facebook des groupes qui se trouvent dans la ville ou dans le pays dans lequel vous allez aller. Par exemple, moi je sais que j'ai rejoint des groupes de randonnée parce que c'est une activité qu'on fait beaucoup en Norvège et qui a l'avantage d'être gratuite. Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui arrivent comme ça, donc soit ils vivent dans la ville tout au long de l'année, soit ce sont des étrangers comme moi. Puis du coup, ils proposent tel jour il fait beau, qui veut aller se balader avec moi? Et en fait, ça permet de faire de nouvelles rencontres. Et c'est toujours une bonne idée. Mais par exemple, comme dit Kenan, enfin, lui, c'est pour le sport. Si vous faites, je sais pas, par exemple, également du hand, sans doute un club de hand qui pourrait vous accueillir, etc. Donc, faut vraiment pas hésiter en fait pas à reproduire à 100% votre vie française, mais toutes vos petites activités, tout ce qui peut être partagé avec les autres,
n'hésitez pas en fait à essayer de vous ouvrir et puis de rejoindre des cercles qui existent déjà. Et puis voilà. Puis si jamais vraiment la France vous manque ou alors vous êtes un peu perdu, vous avez peur de ne pas vous en sortir sur place, vous pouvez aussi généralement bénéficier de la diaspora française c'est un groupe qu'on trouve sur tous les continents et dans quasiment tous les pays. Puis vous pouvez essayer de vous rapprocher du coup, je crois que ça s'appelle l'Entente française. C'est des gens en fait, qui se sont émigrés et qui vivent là-bas et puis qui peuvent vous renseigner si jamais vous avez des problèmes. Je sais pas, un peu bête, mais vous avez besoin d'aller chez le médecin, vous ne savez pas comment faire, vous paniquez. Il y a sans doute des Français qui pourraient vous donner des conseils et puis pouvoir vous rassurer pour que vous passiez la meilleure expérience possible. Ouais, petit dernier conseil, oubliez pas votre assurance, ça peut servir. Très important, travaillez un peu l'assurance. Franchement, ça peut vous sauver la mise, hein. Quand les urgences ils viennent te chercher, quand tu as un problème, c'est, pas comment quand ils arrivent, la première question, c'est pas, comment tu vas, hein, c'est: «Est-ce que tu as une assurance?» Et après on peut te demander comment ça va et c'est quoi ton problème. Pour, pour finir aussi, en termes de conseils, comme a dit Clément, c'est très, très important, en tout cas en Corée, d'avoir pareil, une assurance, parce que moi, j'ai dû rentrer précipitamment et ça m'a énormément, énormément aidé d'avoir ce type de dispositif. Et si vous avez, en tout cas, juste, si vous avez l'occasion, foncez, parce que franchement, un séjour ou un semestre, une année de césure ou un stage à l'étranger, c'est toujours super bénéfique, parce que ça permet de voir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses vraiment, et de comprendre aussi voilà, les différentes cultures qui existent dans ce monde. Donc, franchement, même si ça fait peur, parce que ça bouscule un petit peu la zone de confort. On n'est pas forcément à l'aise à l'idée d'aller dans un pays dont on ne parle pas forcément la langue, dont on ne connaît pas forcément des gens. Mais c'est toujours une chouette expérience, et ça ouvre et ça apporte vraiment de superbes rencontres et de nouvelles opportunités. Ok, super, merci. Pour rebondir un peu d'ailleurs sur ce qu'a dit Clara, si vous ne savez pas trop où partir et vous hésitez un petit peu, n'hésitez pas à vous mettre sur les groupes Facebook, comme Clara a dit, de différents pays. Moi, par exemple, je ne sais pas encore si je vais partir après le diplôme en Asie du Sud-Est. Bah, je suis dans différents groupes et globalement, il y a plein de Français, surtout des groupes francophones, et qui disent comment la vie évolue là-bas. Par exemple, Singapour, les prix des loyers deviennent exorbitants, etc. Donc, c'est super intéressant à voir sur le long terme, quelques mois. Et au moins, ça peut vous décider un peu sur quel pays vous intéresserez. Donc, pour l'instant, il n'y a pas plus de questions que ça. N'hésitez pas à soit contacter directement les intervenants, soit demander à vos profs, soit nous contacter, nous, à l'AISEN, après le webinaire. Il n'y a aucun problème pour répondre à ces questions-là. Et maintenant, je laisse la main à Alexandre pour vous présenter un peu la continuité de ça avec les IWA. Oui, alors bonjour à tous, Alexandre Mouquet. Alors je suis responsable international au sein de l'association des ingénieurs ICEN, hein, en tant que bénévole. Et du coup, oui, petit aparté, quelques minutes pour vous parler des ICEN World Awards. Vous avez peut-être déjà entendu parler, donc c'est le concours qui est ouvert justement à vous, les étudiants qui partaient à l'étranger pour un stage, pour une année à l'étranger, une césure ou autre. Si vous partez au moins 2 mois, eh bien, vous êtes du coup éligible à ce concours, et ça peut vous aider, hein. C'est une participation financière à ce voyage qui peut vous être offerte jusqu'à 850 €. Donc en fait, le but, vous avez sûrement dû le voir ces dernières années, c'est de réaliser un partage de cette expérience, donc sous la forme soit d'un blog, soit d'une vidéo ou d'un article. Et ensuite, il y a des votes, hein, qui se dérouleront, ça sera à la rentrée. Et ensuite, voilà, les gagnants pourront
obtenir une participation à leurs frais de voyage. Donc, vous aurez toutes les informations d'ici 2 semaines, hein. Le concours va se lancer, enfin les inscriptions en tout cas, le 1er avril. Et ensuite, ça sera pendant l'été que vous aurez quelques mois pour réaliser votre production. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si dès que vous avez trouvé une opportunité à l'international et que vous avez envie de participer, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez vos dates, le lieu du stage ou de l'échange universitaire. Donc ça pourra vous aider si vous y gagnez. Et ensuite, oui, quelques infos sur l'association. Donc, il y a désormais une page LinkedIn, hein, qui est active, que vous pouvez suivre. C'est AICEN, l'association des ingénieurs ICEN. Également le site web. Alors, je vous invite à y aller, notamment pour la partie réseau. Alors, c'est vraiment le point fort de faire partie du réseau des ingénieurs ICEN, c'est qu'il y a tout le réseau de maintenant 10 000 ingénieurs à travers le monde. Et vous avez, sur la partie le réseau annuaire en ligne, vous avez une cartographie finalement de tous les ingénieurs avec l'info de tous les ingénieurs et savoir où ils se situent. Donc, si vous avez envie de partir, comme on parle d'Asie du Sud-Est ou autre, c'est assez facile, il y a des filtres. Donc, vous pouvez rechercher des ingénieurs ICEN qui sont là-bas ou des étudiants également et les contacter. Donc voilà, le réseau, c'est vraiment quelque chose d'important, hein, c'est à souligner. C'est grâce au réseau, des fois, qu'on peut trouver de belles opportunités à l'international. Et donc, faire partie du réseau des ingénieurs ou futurs ingénieurs ICEN, c'est quelque chose dont il faut profiter. Et on est aussi disponible, hein, sur la boîte mail de l'AICEN si vous avez une question, si justement vous avez envie de nous sonder, voir si on a des contacts à tel ou tel endroit. On a des permanentes, hein, qui sont là qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Donc, c'est alumni@aicen.org. N'hésitez pas à nous contacter. On se fera une joie de vous aider à trouver une opportunité à l'international. Super, bah merci beaucoup. Donc, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et sinon, vous pourrez voir le replay d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube que j'ai envoyée. Et sinon, vous tapez iListen sur le truc et c'est assez simple à trouver. Voilà, merci à tous.